Chers Canadiens, imaginez un instant que l'histoire que l'on vous a toujours racontée sur notre pays soit incomplète. Et si, sous le vernis de la paix et de la justice, se cachait une vérité plus sombre, une trahison fondatrice qui résonne encore aujourd'hui? C'est l'histoire que nous allons explorer ensemble. Une histoire incisive et émotionnelle, celle des Premières Nations et de leurs relations avec le Canada. Préparez-vous à une réflexion profonde, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer votre perception de notre nation. Le Canada est souvent célébré comme un modèle de diversité, de droits humains et de compassion. Nous nous enorgueillissons de notre multiculturalisme, de notre système de santé, de notre réputation de pacificateur. Mais cette image, aussi belle soit-elle, masque une réalité complexe et douloureuse, celle des peuples autochtones dont les terres ont été colonisées, les cultures réprimées et les droits bafoués. Cette vidéo n'est pas une accusation, mais une invitation à la sensibilisation, à l'éducation et à la mobilisation. Nous allons déconstruire les mythes et révéler les vérités souvent occultées sur les fondations de notre pays. Il est temps de regarder notre passé en face, non pas pour nous accabler, mais pour comprendre les cicatrices profondes qui persistent et pour tracer un chemin vers une réconciliation authentique. C'est un voyage émotionnel, éducatif et incisif, essentiel pour tout Canadien soucieux de justice et d'équité. Avant l'arrivée des Européens, ce vaste territoire que nous appelons aujourd'hui le Canada n'était pas une terre vide et sauvage. C'était un continent vibrant, peuplé de nations autochtones diverses et sophistiquées, chacune avec sa propre langue, sa culture, ses lois et ses systèmes de gouvernance. Des Haudenosaunee aux Micmacs, des Anishinaabe aux Dénès, plus de 600 nations ou bandes des Premières Nations prospéraient ici. Ces sociétés n'étaient pas primitives. Elles étaient complexes et hautement organisées. Elles possédaient des systèmes politiques élaborés, comme la Grande Loi de la Paix des Haudenosaunee, qui a inspiré des concepts démocratiques modernes. Leurs conseils d'anciens prenaient des décisions collectives. Leurs lois orales régissaient la vie communautaire avec sagesse et équité. Leur spiritualité était profondément liée à la terre, qu'ils considéraient non pas comme une propriété, mais comme une mère nourricière à respecter et à protéger. Leurs économies étaient basées sur des réseaux de commerce sophistiqués, la gestion durable des ressources et une connaissance intime de leur environnement. Ce n'étaient pas des tribus isolées, mais des nations entières, avec des alliances, des conflits, des innovations et une richesse culturelle inestimable. Leur langue, leurs récits, leurs chants et leurs cérémonies étaient le reflet d'une connexion profonde avec le monde qui les entourait. Comprendre cette richesse est la première étape pour déconstruire l'idée fausse d'une terre découverte et reconnaître la souveraineté préexistante des peuples autochtones. Les premières interactions entre les Européens et les Premières Nations furent de souvent marquées par le commerce et des alliances militaires. Les peuples autochtones, forts de leur connaissance du territoire et de leur réseau, jouèrent un rôle crucial dans le commerce des fourrures, essentiel à l'économie coloniale. Des traités furent signés, des promesses échangées, souvent dans un esprit de coexistence et de partage. La proclamation royale de 1763, par exemple, reconnaissait les droits des Autochtones sur leurs terres, stipulant que seule la couronne pouvait négocier l'acquisition de ces territoires. Cependant, cette période d'échange mutuel fut de courte durée. L'équilibre des pouvoirs commença à pencher, et les intentions des colons devinrent de plus en plus claires, non pas partagées, mais dominées. Les traités, souvent perçus par les Autochtones comme des accords de nation à nation basés sur le respect mutuel et le partage des ressources, furent interprétés par les Européens comme des cessions de terres définitives. Cette divergence fondamentale dans la compréhension des traités a semé les graines d'une trahison historique. Les promesses de partage se sont transformées en une dépossession graduelle et systématique. Les terres ancestrales, vitales pour la survie culturelle et économique des Premières Nations, furent arrachées sous la pression, la manipulation ou la force. L'histoire a dit « nous prendrons tout ». Et cette prise de pouvoir a marqué le début d'une ère de marginalisation et de souffrance pour les peuples autochtones. Le point culminant de cette dépossession fut l'adoption de la loi sur les Indiens en 1876, une législation coloniale qui, de manière choquante, est toujours en vigueur aujourd'hui. Cette loi n'était pas destinée à protéger les peuples autochtones, mais à les contrôler, à les assimiler et à démanteler leurs structures sociales et culturelles. Elle a permis au gouvernement canadien de régir tous les aspects de la vie autochtone, leurs terres, leurs ressources, leur identité, leurs coutumes et même leur nom. Imaginez qu'une loi vous interdise d'être vous-même,
de parler votre langue, de pratiquer votre spiritualité. C'est ce que la loi sur les Indiens a fait. Elle a forcé les communautés autochtones à vivre dans des réserves, souvent sur des terres restreintes et impropres à l'agriculture, loin de leur territoire de chasse et de pêche traditionnel. Elle a interdit leurs cérémonies spirituelles, comme le potlatch et la danse du soleil, criminalisant des pratiques ancestrales vitales pour leur identité. Les autochtones n'avaient pas le droit de vote, ne pouvaient pas posséder de terres en dehors des réserves, et étaient soumis à un système de tutelle paternaliste. Cette loi a créé un système de dépendance et de contrôle, sapant l'autonomie et la dignité des Premières Nations. Elle a ouvert la voie à des politiques d'assimilation forcée, dont la plus dévastatrice fut le système des pensionnats. La loi sur les Indiens est un symbole puissant de la manière dont le Canada a légalisé la discrimination et la dépossession, laissant des cicatrices profondes qui continuent d'affecter les communautés autochtones aujourd'hui. Parmi les chapitres les plus sombres de l'histoire canadienne, celui des pensionnats autochtones est sans doute le plus déchirant. Pendant plus d'un siècle, de 1831 à 1997, plus de 150 000 enfants autochtones furent arrachés à leurs familles, à leur communauté et à leur culture pour être placés dans ces institutions gérées par des églises et financées par le gouvernement. L'objectif était clair, tuer l'Indien dans l'enfant, les assimiler de force à la culture euro-canadienne. Ce fut un génocide culturel systématique. Dans ces écoles, les enfants étaient privés de leur langue maternelle, de leur nom, de leurs vêtements traditionnels. Ils étaient soumis à des abus physiques, psychologiques et sexuels généralisés. Les conditions de vie étaient insalubres, la nourriture insuffisante, les soins médicaux quasi inexistants. Des milliers d'enfants ne sont jamais revenus chez eux. Leurs décès souvent dissimulés, leurs tombes non marquées. Les découvertes récentes de tombes anonymes à Kamloops, Marival et dans d'autres sites ont choqué le monde. Mais pour les survivants et leurs familles, ce n'était qu'une confirmation douloureuse de ce qu'ils savaient depuis des décennies. Les pensionnats ont laissé des cicatrices indélébiles, un traumatisme intergénérationnel qui se transmet de parents à enfants. Les survivants ont lutté contre la perte d'identité, la dépression, l'alcoolisme et la toxicomanie, des conséquences directes de l'horreur vécue. Cette histoire n'est pas une relique du passé. Elle est vivante dans les communautés autochtones, et sa reconnaissance est essentielle pour toute tentative de réconciliation. Aujourd'hui, l'histoire de la dépossession se répète, souvent sous le couvert du développement économique. Le Canada est riche en ressources naturelles, et une grande partie de ces ressources se trouve sur des terres ancestrales autochtones, souvent non cédées par traité. Les conflits autour de l'exploitation minière, forestière, pétrolière et gazière sont monnaie courante, mettant en lumière la tension persistante entre les droits autochtones et les intérêts économiques. Des situations comme celle des Wet'suwet'en face au pipeline Coastal GasLink en Colombie-Britannique, ou les luttes pour la protection des forêts anciennes, illustrent parfaitement cette dynamique. Des millions, voire des milliards de dollars de profits sont générés par l'exploitation de ces ressources, souvent sans le consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones concernées. Les défenseurs de la terre sont criminalisés, les chefs héréditaires arrêtés et les droits territoriaux ignorés. On parle de réconciliation, mais on continue de poser des pipelines et d'exploiter des mines sans permission. Cette contradiction flagrante révèle que les leçons du passé n'ont pas été pleinement apprises. L'exploitation des ressources continue de menacer les territoires, les modes de vie et la souveraineté des peuples autochtones, perpétuant un cycle de dépossession et d'injustice. Le gouvernement canadien a présenté des excuses officielles pour les pensionnats, et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est désormais un jour férié. Ces gestes sont importants, mais sont-ils suffisants? Pour de nombreux leaders autochtones et membres des communautés, ces actions symboliques ne sont que le début, et souvent, elles masquent un manque criant d'actions concrètes. La réalité sur le terrain est souvent bien différente du discours officiel. De nombreuses communautés autochtones vivent encore dans une pauvreté abjecte, sans accès à l'eau potable salubre, à des logements décents ou à des services de santé et d'éducation adéquats. Les taux de suicide chez les jeunes autochtones sont alarmants. La surreprésentation dans le système carcéral est une honte nationale. Et les femmes et filles autochtones continuent d'être victimes de violences disproportionnées. Les mots ne suffisent plus. La réconciliation ne peut pas être seulement symbolique. Elle doit se traduire par des changements tangibles dans la vie quotidienne des Premières Nations. Elle exige un engagement profond à respecter les traités, à mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, et à reconnaître la souveraineté autochtone.
Sans cela, la réconciliation risque de n'être qu'une récupération politique, un moyen de masquer les injustices persistantes. Chers Canadiens, cette histoire est la nôtre. Elle fait partie du tissu de notre nation. Et la comprendre est une responsabilité partagée. La réconciliation ne commence pas à Ottawa. Elle commence avec nous, dans nos communautés, nos familles et nos cœurs. Alors, que pouvons-nous faire, concrètement? Premièrement, écoutez. Écoutez attentivement les voix autochtones, leurs récits, leurs préoccupations, leurs aspirations. Amplifiez leurs messages, lisez leurs livres, regardez leurs films. Deuxièmement, apprenez. Éduquez-vous sur l'histoire et la culture autochtone, au-delà de ce qui est enseigné à l'école. Remettez en question les préjugés et les stéréotypes. Troisièmement, soutenez. Soutenez les artistes, les militants, les entreprises et les initiatives locales qui œuvrent pour la justice et l'autodétermination des peuples autochtones. Participez aux événements de sensibilisation. Quatrièmement, agissez. Comprenez la souveraineté autochtone et le droit à l'autodétermination, tel qu'énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Exigez de nos dirigeants qu'ils respectent les traités et qu'ils mettent en œuvre les appels à l'action. Engagez-vous dans des discussions respectueuses et constructives. En apprenant, en écoutant et en agissant, nous pouvons tous contribuer à bâtir un avenir plus juste et équitable pour les peuples autochtones au Canada. C'est un chemin long et difficile, mais c'est le seul chemin vers une véritable réconciliation. Il est temps de passer de la sensibilisation à l'action. Partagez cette vidéo pour éduquer votre entourage. Engagez la discussion dans les commentaires. Quelle vérité vous a le plus marqué? Et surtout, rejoignez le mouvement pour une réconciliation authentique en vous informant davantage et en soutenant les initiatives autochtones. Votre engagement est la clé d'un avenir meilleur pour tous les Canadiens.